Bonjour Julien Boëldieu, merci beaucoup d'avoir Bonjour. accepté cette audition. Donc, vous êtes secrétaire général CGT Inspection du Travail. Alors peut-être que vous pouvez nous faire un premier état des lieux de comment ça se passe au niveau de l'inspection du travail dans cette période de crise du coronavirus. Bah écoutez, alors merci pour l'invitation déjà. Alors pour nous, ça se passe vraiment pas très bien, c'est même extrêmement préoccupant, à tel point que plusieurs syndicats du ministère du Travail, la CGT, la FSU, Sud et la CNT, ont saisi l'Organisation internationale du travail la semaine dernière pour rapporter des faits extrêmement graves de violation de la Convention 81 de l'OIT sur l'inspection du travail qui a été ratifiée par la France et qui donc s'impose à elle. Alors comment ça se passe très concrètement là pour nos services depuis la crise, depuis le début de la crise sanitaire? Nous recevons des consignes internes du ministère du Travail et de notre autorité centrale, la DGT, la Direction générale du travail, qui désormais s'oppose à ce que nous fassions des contrôles inopinés à notre propre initiative. Si nous voulons faire des contrôles en entreprise, nous devons demander au préalable l'autorisation de nos chefs de service. Les réponses des chefs de service sont très variables selon les régions. Dans certains départements, c'est même la condition pour que des masques soient fournis aux agents de contrôle pour qu'ils puissent aller faire des contrôles en entreprise. Cela étant dit, ces masques sont périmés, puisque le ministère du Travail n'avait pas de stock de masques FFP2, ni même de masques chirurgicaux à mettre à disposition des agents de contrôle en nombre suffisant, ce qui constitue évidemment des conditions d'exercice extrêmement dégradées. Par ailleurs, on note toute une série de pratiques par à la fois l'autorité centrale, mais aussi par les échelons hiérarchiques intermédiaires qui exercent des pressions sur les agents de contrôle qui, malgré tout, parviennent à intervenir en entreprise. Et c'est ce que nous avons signalé à l'OIT. Alors là, la crise est portée à son paroxysme avec la mise à pied disciplinaire d'Anthony Smith, inspecteur du travail de l'Armarne, le 15 avril dernier, qui illustre très bien, je pense, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Anthony a répondu à une alerte des représentants du personnel dans le cadre d'une procédure qui est précisément définie par le Code du travail. Dans ce cas, en cas de désaccord entre l'entreprise et les représentants du personnel, l'inspecteur du travail doit être saisi. Et si le désaccord subsiste, il doit mettre en œuvre une procédure de mise en demeure du directeur régional du travail ou saisir le juge en référé. C'est exactement ce qu'il a fait et c'est suite à l'information de l'employeur de la mise en œuvre de cette procédure de référé qu'il a reçu sa mise à pied. Les exemples, on peut les multiplier. Il y a une collègue dans le Nord également qui a saisi le juge en référé. C'est une initiative qui d'ailleurs a été couronnée de succès. Elle a subi des pressions pour ne pas aller au terme de sa procédure, la direction régionale se permettant même, au mépris de la séparation des pouvoirs, d'écrire au président du tribunal pour faire entrave à cette procédure, au motif que nous n'aurions pas de recommandations à faire aux employeurs quant à la qualité des masques à mettre à disposition des salariés. Nous avons d'autres exemples qui ont été rendus publics d'ailleurs, de responsables hiérarchiques qui se substituent aux agents de contrôle, qui écrivent aux entreprises. C'est encore plus grave dans certains cas, puisque des agents de contrôle qui ont écrit à des entreprises ont été obligés de s'excuser
ou ont dû envoyer une lettre écrite par leur responsable hiérarchique à l'entreprise désavouant leur propre courrier. Bon, voilà, ce sont des cas qui sont malheureusement assez récurrents actuellement au sein du ministère du Travail. Je parlais de la question des masques tout à l'heure, c'est une question qui est très importante pour nous parce que bien évidemment, c'est un peu ça le fond du sujet, c'est que si on nous empêche de faire des observations là-dessus, c'est bien évidemment parce que le ministère du Travail essaye de couvrir le mensonge d'État sur la pénurie de masques et cherche à faire en sorte que l'inspection du travail ne puisse pas être utilisée par les salariés pour revendiquer des droits en matière de protection individuelle et collective. Un autre aspect qui nous inquiète énormément, c'est le détournement de nos missions. Donc le ministère du Travail met notamment en ligne des articles, des questions-réponses, des fiches pratiques à destination des entreprises et des salariés et cherche finalement à nous enrôler non pas en défense des droits des salariés et en action pour assurer leur protection, hein, ce qui est prévu par la Convention 81 de l'OIT, mais chercherait plutôt à nous faire remplir un rôle en matière de poursuite de l'activité économique. Donc, c'est le rôle que cherche à nous assigner le ministère du Travail à travers ces différents écrits. Il y a une question au tout début du confinement qui avait été particulièrement prégnante, c'est celle de l'exercice du droit de retrait des salariés. Le ministère du Travail a mis en ligne des informations qui nous ont semblé, erronées, visant à dissuader les salariés d'exercer leur droit de retrait. Là, aujourd'hui, ça va plus loin puisque le ministère du Travail, à travers ses écrits, cherche à faire penser que l'employeur peut s'exonérer de ses obligations en matière de protection de la santé, ou en tout cas qu'elles seraient très amenuisées, et que beaucoup reposeraient finalement sur le respect des consignes par les salariés. Ce n'est pas du tout ce que prévoit le Code du travail. Il y a bien des obligations pour l'employeur. C'est une obligation de sécurité, c'est une obligation renforcée. Il doit mettre en œuvre toutes les mesures visant à protéger les salariés. S'il ne le fait pas, il peut encourir des sanctions civiles et pénales. Et bien évidemment, ce n'est pas ça que rappelle le ministère du Travail. Un dernier point, il y a une série d'ordonnances qui est sortie. Alors, on s'est aperçu que le Code du travail, manifestement, était réformable en très peu de temps. Malheureusement, ça ne se fait pas dans un sens protecteur pour les salariés, puisque par ordonnance est prévue la possibilité pour certaines entreprises de déroger aux durées maximales du travail ou au repos quotidien ou au repos dominical sans décision administrative jusqu'au 31 décembre 2020. On peut imposer désormais des jours de congé ou des jours de réduction du temps de travail aux salariés de manière unilatérale avec un délai de prévenance dérisoire. Bon, c'est bien la démonstration qu'on peut prendre des mesures d'urgence en termes de droit du travail. En revanche, la démonstration est aussi faite qu'on aurait pu prendre d'autres mesures. Donc, il y a des choix qui sont faits et le ministère du Travail aurait très bien pu prendre d'autres choix, prendre d'autres mesures. Par exemple, insérer dans le Code du travail un chapitre particulier sur les mesures de prévention à prendre en matière d'exposition au Covid-19, renforcer ces obligations, les assortir de mesures de contrainte, de sanctions pénales beaucoup plus fortes ou renforcées, et donner aux inspecteurs du travail des pouvoirs renforcés, notamment un arrêt administratif d'activité comme cela existe pour les arrêts de travaux, l'exposition à l'amiante, l'exposition aux risques chimiques ou aux machines dangereuses. Merci, c'est assez effrayant et en même temps extrêmement important ce que vous êtes en train de nous dire. C'est quand même le monde à l'envers qu'on ne permette pas à celles et ceux qui sont les garants de la défense des droits des salariés d'exercer leur métier, parce que c'est ça en fait que vous êtes en train de nous expliquer. Je vais revenir sur ce moment particulier du coronavirus, mais peut-être avant,
l'inspection du travail a quand même été décimée en termes d'effectifs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ces effectifs ont été faits? En quoi est-ce que, du coup, c'est un problème pour exercer votre métier? Et peut-être revenir sur les deux grands moments de ces dernières années, c'est-à-dire la loi El Khomri et les ordonnances travail qui avaient été faites au tout début, qui était pratiquement un des premiers textes du mandat d'Emmanuel Macron, sur quel impact ça a sur votre travail et justement votre possibilité de défendre les droits de ces salariés? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, concernant les effectifs, il y a une tendance lourde, indépendamment des réformes de structure, on va dire, qui sont reliées aux mesures d'austérité générales. Donc, le ministère du Travail n'est pas épargné, évidemment, par ces mesures qui se traduisent par des suppressions de postes. Alors, il y a quelque temps, le ministère du Travail était un des meilleurs élèves, d'ailleurs, en termes de non-remplacement de fonctionnaires partant à la retraite. Donc au départ, c'est comme ça que se faisaient les suppressions de postes. L'inspection du travail a relativement été préservée ces derniers temps puisque les suppressions de postes se faisaient au niveau de tout le ministère du Travail et qu'il y avait du coup des redéploiements d'effectifs en fonction des services. Et donc, l'inspection du travail n'a pas connu pendant un certain temps de plan de suppression d'effectifs en tant que tel. Alors, désormais, ce n'est plus le cas, puisque les autres services ont complètement été déplumés. Maintenant, pour remplir les objectifs de suppression de postes, Madame Pénicaud a toujours maintenu l'objectif de moins 2,5% par an sur 5 ans. Ce qui fait que le ministère du Travail perdrait 2000 postes en brut, compensés seulement par 1000 recrutements, donc une perte sèche de 2000 postes. Et donc désormais, l'inspection du travail connaît elle aussi des pertes d'effectifs nettes. L'objectif, il y a quelques années, après le plan de modernisation, enfin dit de modernisation de l'inspection du travail mis en œuvre par Gérard Larcher en 2004, 2005, 2006, c'était de parvenir à un agent de contrôle de l'inspection du travail pour 6250 salariés. Là, Muriel Pénicaud nous annonce qu'en 2022, on parviendra à un objectif théorique d'un agent de contrôle pour 10 000 salariés. Donc, l'objectif du gouvernement est bien de diminuer par l'augmentation de ce ratio les effectifs. Bon. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que des postes vacants ne sont pas pourvus. Donc, tous les postes soumis à concours qui sont extrêmement faibles ne sont pas pourvus. Et donc, en théorie, on devrait être entre 2100 et 2200 si tous les postes étaient pourvus. Mais dans la réalité, comme il y a encore énormément de postes vacants, nous, on a fait des calculs au niveau syndical. On est moins de 2000. Notre calcul, c'est qu'on est aujourd'hui, en termes d'effectifs réels, 1800 agents sur le terrain à contrôler les entreprises. Donc, selon le ministère du Travail, le ratio 1 pour 10 000 devrait nous rapprocher d'un plancher de 2000 agents de contrôle sur tout le territoire, mais on est déjà en deçà du fait de l'absence de recrutement et des postes vacants. Ce qui fait que pour nombre de collègues, la charge de travail, évidemment, elle augmente parce qu'en plus de son secteur géographique, il faut s'occuper parfois du secteur géographique du collègue d'à côté qui n'est pas pourvu dans certains départements, hein, comme le Val d'Oise. C'est par exemple un tiers des postes qui ne sont pas pourvus et donc les collègues se retrouvent en surcharge de travail à la fois pour contrôler. Ça concerne aussi évidemment les postes administratifs de secrétariat qui ont bien sûr beaucoup de difficultés à répondre à l'accueil, aux demandes des usagers, aux coups de téléphone et aux demandes de rendez-vous. Donc pour nous, c'est des possibilités concrètes en moins de pouvoir aller contrôler les entreprises qui, bien sûr, ont moins de chances de nous voir. À ça s'ajoutent les modifications réglementaires elles-mêmes qui visent aussi, nous c'est l'analyse qu'on fait, à donner des droits en moins aux salariés, mais aussi à donner des possibilités pour eux de se défendre en moins. Alors ça se fait de deux façons. D'une part, on a réduit les droits des représentants du personnel
à travers la mise en place du CSE, la suppression du CHSCT. Les statistiques montrent qu'en réalité, maintenant, il y a moins de CSE qu'il y avait de comités d'entreprise et de délégués du personnel. Il y a moins d'élus, il y a moins d'heures de délégation pour qu'ils puissent exercer leurs pouvoirs. Pardon. Il y a moins de conseils des prud'hommes également. La procédure a été rendue beaucoup plus difficile. Il y a moins de possibilités de saisir l'inspection du travail puisqu'il y a moins d'effectifs et ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, le gouvernement, alors à la fois à travers les ordonnances Macron de 2017, mais c'était un processus engagé depuis un certain temps que finalement M. Macron n'a fait que parachever et a bien été aidé effectivement par la loi travail 1 de 2016. Désormais, la primauté est donnée à l'accord d'entreprise sur le code du travail, ce qui fait qu'avant de pouvoir renseigner ou appréhender une situation, il faut qu'on ait à notre disposition l'ensemble des éléments, l'accord d'entreprise, la convention collective, le code du travail. Il faut comparer tout ça. Et là où avant la disposition plus favorable pouvait s'appliquer, désormais, l'accord d'entreprise dérogatoire va devoir s'appliquer. Donc ça, c'est évidemment des protections en moins pour les salariés et c'est pour nous des possibilités en moins, bien sûr, de pouvoir trouver des infractions puisque, par définition, il est plus facile de négocier un accord d'entreprise défavorable de négocier un accord défavorable au niveau de l'entreprise où il n'y a pas de représentant du personnel, où il n'y a pas de syndicat et où le rapport de force est beaucoup plus dégradé pour les salariés. Merci beaucoup. Je voulais revenir sur un point que vous avez, je vais revenir sur plusieurs points, mais tout à l'heure, vous avez dit, donc on a saisi l'Organisation internationale du travail, notamment parce qu'on ne peut plus faire des contrôles inopinés sans demander au préalable l'accord du chef de service. Tout à fait. Quels sont les motifs qui sont donnés pour accepter ou non et ça va peut-être dans ce que vous disiez tout à l'heure, dans le fait de dire qu'il y a un détournement de nos missions de la défense des droits des salariés à un rôle de poursuite d'activité économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces questions-là ? Les motifs, ils sont éminemment politiques dès lors que tout est soumis à l'appréciation du chef de service. Évidemment, les chefs de service, eux, ils sont tenus d'obéir aux ordres de leur N+1 et ainsi de suite. Donc finalement, c'est l'autorité centrale et le ministère du Travail qui vont nous dire ce qu'il faut contrôler, dans quel secteur en priorité, etc. Mais là, ils le disent pas comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste de secteurs, il n'y a pas de liste d'entreprises. Maintenant, c'est ça leur objectif. Donc, je parlais des réformes de structure ces derniers temps. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort, hein, puisque la réforme Sapin de 2014 a renforcé la pression hiérarchique sur les agents de contrôle. Et depuis cette réforme, l'autorité centrale, la DGT et le ministère du Travail souhaitent renforcer la programmation de l'activité de contrôle de l'inspection du travail par des objectifs chiffrés. Donc, désormais, il y a un plan national de contrôle et chaque agent est censé effectuer une partie de son activité sur des priorités qui ont été décidées au niveau central par le ministère du Travail et qui ne répondent pas nécessairement aux préoccupations de terrain que peuvent rencontrer les inspecteurs du travail. Donc, dans sa globalité, l'inspection du travail doit consacrer la moitié de ses interventions sur ses priorités. Là, très clairement, avec la crise sanitaire, on a une accélération de ce processus qui pourrait bien malheureusement perdurer après le déconfinement parce qu'on ne voit pas pourquoi le ministère du Travail reviendrait en arrière ou s'arrêterait de donner ce type de consignes. Nous, ce qu'on craint, c'est que cette programmation des actions soit renforcée et qu'à terme, nous ne soyons plus qu'un organisme qui répondrait à des commandes politiques décidées par le ministère du Travail en fonction de ses propres impératifs de communication. Un exemple qui est assez marquant. Alors après, dans tout ça, il y a le rapport de force. Il y a l'action des agents eux-mêmes qui, malgré tout, sont quand même parvenus à les contrôler.
Il y a eu des grèves dans certains secteurs, il y a eu des actions juridiques dans certains secteurs. Le cas d'Amazon est extrêmement parlant. On a quand même des collègues qui sont allés contrôler Amazon suite à des alertes de représentants du personnel. Les syndicats eux-mêmes ont fait leur propre alerte ou saisine du juge, ce qui a donné lieu au jugement qui a été rendu à Nanterre il y a quelques temps. Le dossier a été mis évidemment sur la place médiatique. Le ministère du Travail s'est dit, bon, on ne peut pas montrer qu'on ne fait rien sur le dossier Amazon. Là, ça s'est complètement retourné et on a donc eu le ministère du Travail qui, cette fois, a donné pour consigne, pour ordre même, hein, c'est le mot même qui a été employé, aux agents contrôlant les entrepôts logistiques d'aller faire ces contrôles. Et pour dire à quel point c'est caricatural, le directeur général du travail a ordonné à l'agent de contrôle à 8 heures un jour d'aller faire ce contrôle dans la journée et d'avoir sur son bureau la mise en demeure du directeur régional le soir même pour 20 heures. Donc on pourrait très bien se dire, bon, bah, tant mieux, le ministère cherche à assurer la protection des salariés, mais en réalité, pas du tout. Tous nos instruments, toute notre intervention est détournée pour soit montrer que le ministère du Travail est actif pour permettre la reprise de l'activité économique, soit montrer pour sa communication qu'il est actif sur certaines entreprises, parce que là, décemment, on voit bien que ça va trop loin. Et vous avez raison de pointer le fait que tout ce qui est mis en place actuellement, vous parliez des ordonnances, ça c'est quelque chose qui nous inquiète aussi beaucoup sur la question du repos du médical, sur les heures, les 60 heures par semaine qui ont été instaurées. Déjà, ça va jusqu'au 31 décembre de cette année. Et puis la question de savoir si ça va perdurer, de même que ce qu'on vous demande de demander à un chef de service, en tout cas d'avoir des ordres politiques, c'est la grande question aussi, c'est de savoir si ce moment de choc, il ne va pas être un moment de choc terrible aussi pour les droits des salariés, dont vous êtes les garants. Alors nous, c'est notre analyse, hein. Évidemment, on a bien sûr été scandalisé par la durée de l'ordonnance modifiant certaines dispositions du Code du travail, parce qu'on voit bien que le gouvernement va bien au-delà des nécessités de la pandémie actuelle. Il y a un fait qui est assez troublant, c'est que normalement, pour les dérogations à la durée du travail, il faut un décret définissant la liste des secteurs qui seront autorisés. Ce décret, à ma connaissance, n'est toujours pas sorti, alors même qu'on est en principe à 3 semaines du déconfinement. Bon, c'est un peu contradictoire. Soit il y a une urgence et dans ce cas-là, le décret sort tout de suite, soit il n'y en a pas et dans ce cas-là, ça veut dire que la motivation de ce décret est autre. Et la réponse, elle nous est donnée par la durée d'application de l'ordonnance, 31 décembre 2020. C'est qu'on voit bien que les salariés, mais de même que les fonctionnaires d'ailleurs qui maintenant sont concernés par l'imposition de jours de congé ou de JRTT, on va devoir leur demander de travailler plus pour rattraper les pertes subies lors du confinement. Bon, et là où c'est extrêmement inquiétant, on entend déjà des parlementaires expliquer qu'il va falloir que la durée légale du travail saute parce que les 35 heures, ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'on déplafonne le contingent d'heures supplémentaires parce que ça ne va pas suffire. Et nous, on craint qu'un scénario comme ce qui se passe dans l'État espagnol se profile, hein, puisque le gouvernement a expliqué que les heures perdues lors du confinement devraient être rattrapées, ce qui veut bien dire que la durée légale pourra être affectée. Alors sinon, on n'a pas les moyens, en plus d'aller contrôler les abus à la durée du travail, ça va être extrêmement compliqué. Alors tout ça, c'est pas neutre, hein, la durée du travail, bien sûr. Si on travaille trop, on s'expose à un risque d'accident, de maladie professionnelle, d'épuisement professionnel. Tout ça, c'est pas neutre. Effectivement, donc pas de décret définissant les secteurs autorisés sur l'ordonnance. Mais alors nous, on ne le réclame pas, hein. C'est juste pour montrer Oui, ouais, bien sûr, pour montrer l'absurdité aussi la contradiction quand même.
Du coup, autre question qui va aussi sur la liste des secteurs, il a été beaucoup question de savoir qui pouvait continuer ou non son activité économique. Quelles ont été les consignes qui vous ont été données sur cette question-là? Est-ce que vous avez eu là aussi des listes de secteurs ou pas? C'est notamment ce qui est problématique avec Amazon, c'est ce qui se passe avec Amazon actuellement, avec l'accusation Non. de mise en danger des livreurs. Alors justement, on n'a pas eu de liste de secteurs puisque dès le départ du confinement, hein, nous à la CGT, on a fait un tract immédiat en expliquant que les consignes du gouvernement et du ministère du Travail mettaient en danger les salariés, hein. C'est la fameuse contradiction entre rester chez vous et aller travailler. Pour nous, ça a impliqué, et c'est ce qu'a porté après la CGT au niveau confédéral et d'autres syndicats également, la définition d'une liste de secteurs essentiels. Ce n'est pas ce qu'a fait le gouvernement. Et immédiatement après la publication de notre tract, nous avons eu une réponse extrêmement cinglante de notre autorité centrale, hein, du directeur général du travail en l'occurrence, qui nous a expliqué que notre tract était irresponsable, qu'on ne pouvait pas exiger une liste de secteurs essentiels, que bien des secteurs étaient encore autorisés à travailler, que ce n'était pas à nous de décider des activités et des secteurs essentiels, qu'on ne pouvait donc pas nous enjoindre certaines entreprises à fermer si elles n'étaient pas en mesure de protéger leurs salariés. Et très clairement, on nous a expliqué que la priorité, c'était bien de se mobiliser pour la continuité de l'activité économique. Et c'est bien ça le sens des préconisations mises en ligne par le ministère du Travail, notamment ces fiches pratiques à destination des employeurs et des salariés pour prétendument les protéger au travail. Donc ça, tout de suite, immédiatement, dès le début du confinement, il y a eu cette opposition frontale de la part de notre ministère pour qu'on aille en ce sens, ce qui explique pourquoi on n'a pas plus de pouvoir, notamment en matière d'arrêt d'activité. Pourtant, c'était un pouvoir qui aurait très bien pu nous être donné par ordonnance. Et juste pour continuer un peu, là vous dites la réaction du ministère face à votre tract, donc il vous qualifie d'irresponsable, alors que bon, je pense que Oui. c'est plutôt une mesure de bon sens. Quelles sont les réponses du ministère sur vos manques de protection? Est-ce qu'aujourd'hui la situation s'est améliorée ou pas? Et la deuxième chose, quand même, c'est un signal incroyable qui est envoyé aux agents, là, ce que vous disiez sur Anthony Smith, mais aussi sur l'inspectrice du travail dans le Nord. Le signal qui est envoyé à tous les inspecteurs du travail, en fait, c'est plus qu'un gouvernement qui refuse d'assumer son rôle d'État et qui laisse les entreprises décider. C'est un gouvernement qui détruit les capacités d'État de contrôle sur des choses qui ont été arrachées quand même. C'est des conquêtes sociales. Oui, ouais, tout à fait. Bah, nous, ce qu'on explique, hein, c'est que enfin, tout se passe comme si l'inspection était débranchée, mise en veille. Donc, il y a encore quelques collègues qui peuvent travailler, qui cherchent à travailler, mais à chaque fois, on les met quand même, on leur met quand même des bâtons dans les roues. Et effectivement, là, ce qui est en jeu, c'est bien une destruction de l'inspection du travail telle qu'on a pu telle qu'on a pu la connaître et telle que nous la défendons, nous, avec une liberté d'initiative, une liberté dans les suites que nous pouvons donner, qui ne sont pas des principes suspendus en l'air, hein, qui sont prévus par une convention internationale. Donc, malheureusement, pour nous, c'est bien ça qui est en jeu, hein. On nous demande finalement d'être les VRP des consignes gouvernementales. Ce qui est reproché à certains collègues, c'est de dépasser les consignes données par les autorités sanitaires. Mais nous, on a un code du travail à appliquer et ce code du travail, il prévoit des obligations pour les employeurs et des sanctions civiles et pénales s'ils ne les respectent pas. Il y a quelque temps encore, c'était une obligation de sécurité de résultat, c'est-à-dire que l'employeur qui ne mettait pas en œuvre les mesures de sécurité, de toute façon, était assuré de perdre au tribunal en cas d'accident ou de maladie professionnelle. Bon, la jurisprudence a un petit peu changé, mais cette obligation est quand même encore très stricte et rien ne permet à un employeur de s'exonérer de ces obligations.
Alors, s'il n'y a pas de corps de contrôle pour contrôler la réglementation, effectivement, cette réglementation, de fait, elle n'a plus de sens. Donc, c'est pour ça que nous, on revendique évidemment des moyens supplémentaires, a fortiori en période de crise, des effectifs, un plan de recrutement, et puis surtout que le ministère du Travail arrête de donner des consignes qui nous apparaissent quand même illégales. Et c'est pour ça qu'on a saisi l'OIT. Sur la première partie de votre question, Madame Pénicaud ne s'est pas adressée à nous en dehors d'un petit message en début de pandémie pour nous expliquer qu'elle comptait sur nous, qu'elle savait bien que ça n'était pas facile. Mais c'était un message tellement passe-partout. Elle ne s'est pas adressée à nous depuis. Donc là, les collègues vivent sur les stocks de masques qui étaient encore dans les services, qui bien souvent sont périmés. Ça illustre aussi d'ailleurs que même en temps normal, il n'y a pas de politique de protection des agents de contrôle. Si on en est à ce point de dégradation des stocks de moyens de protection qui sont mis à notre disposition. En temps normal, on va sur des chantiers, on peut s'exposer au plomb, on peut s'exposer à l'amiante, on peut s'exposer aux poussières qu'on peut respirer sur des chantiers et dont on ne connaît pas toujours la composition. Donc on devrait nous-mêmes avoir des équipements de protection renforcés, avoir un stock bien géré. Le ministère du Travail, on l'a interrogé lors des derniers CHSCT, est incapable de nous donner un état du stock de masques parce qu'il n'y en a pas et on ignore aujourd'hui quelle est la politique d'approvisionnement du ministère du Travail sur le sujet. Merci. Peut-être une question aussi, celles et ceux qui sont aujourd'hui en première ligne pour continuer à travailler dans les fonctions essentielles et dans toutes les fonctions qui permettent une vie digne à l'ensemble de la population française, c'est ceux qui sont les moins payés, les plus précaires, parfois dans des statuts aussi, je pense, bien sûr, à ceux qui sont livreurs. Il y a une recomposition du salariat qui s'est fait. Avec peut-être sur la question des sous-traitants. Là, Airbus va recommencer, donc oblige les sous-traitants aussi à recommencer. Et sur une deuxième question qui est importante aussi à nos yeux, qui est la question du travail détaché. Quelle implication ça a, vous, sur votre travail et qu'est-ce que ça dit aussi de comment c'est recomposé le monde du travail de nos jours? Ce que ça met en lumière, c'est que finalement, on se rend compte que ce sont les salariés les moins payés, les plus précaires, qui sont absolument indispensables à la poursuite des activités vitales. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est que ça puisse déclencher des grèves, des mouvements sociaux pour que ces salariés puissent enfin récupérer leur part du gâteau, puissent travailler dans de meilleures conditions et qu'on mette fin, alors nous c'est une de nos revendications, qu'on mette fin par exemple à toutes les chaînes de sous-traitance qu'on constate notamment sur les chantiers du BTP et qui précarisent les salariés. Donc, je pense qu'il y a des revendications à porter sur l'inversement de l'échelle des revenus en fonction de l'utilité sociale. Ça, c'est évident puisque ça montre à l'inverse que les personnes qui gagnent le plus leur argent, qui gagnent le plus d'argent ne sont pas forcément les plus utiles aux activités sociales. Alors nous, on n'a pas de rôle particulier. On a juste à vérifier que les salariés sont bien payés au salaire minima et que les grilles prévues par les conventions collectives sont bien respectées. Voilà. Donc, là, en matière d'augmentation salariale et de statut, la clé, elle est évidemment dans la mobilisation et dans la réponse que les syndicats vont pouvoir donner en termes de revendications salariales. Autre question, en ce moment, est-ce qu'il y a des secteurs qui vous paraissent être des secteurs qui sont plus en tension, où il y a plus d'alertes que d'autres? Ou vous avez plus d'alertes que d'habitude? Non, ça je peux pas vous dire parce qu'on n'a pas tellement de statistiques de la part du ministère du Travail. Après, nous, je pense que
les collègues vont aller sur les cas d'exposition les plus flagrants dans les commerces alimentaires, dans les associations ou les structures d'aide à domicile, dans les EHPAD également, dans les entrepôts logistiques. Bon, voilà, je pense qu'il y a des secteurs, mais là les médias l'ont bien mis en évidence, dans lesquels ça s'est posé de manière extrêmement prégnante parce que le télétravail n'est pas possible, parce que ça implique toujours de se déplacer sur son lieu de travail ou son lieu d'activité. Maintenant, le ministère du Travail n'a pas édité encore de statistiques qui permettraient moi, je n'ai pas d'informations à vous donner là-dessus. D'accord. Vous avez noté plusieurs de vos revendications. Donc, j'ai noté sur mettre fin aux chaînes de sous-traitance, avoir des moyens supplémentaires, des plans de recrutement, des protections, y compris d'ailleurs au-delà du coronavirus. Est-ce que vous avez d'autres revendications à nous partager pour après la crise, peut-être des attentions particulières aussi au moment du déconfinement? Quelles sont les choses sur lesquelles quelle est, à votre avis, la manière dont ça va se passer avec ce gouvernement-là et les alertes que vous avez éventuellement, et comment ça devrait se passer si on était avec un gouvernement qui respectait les fonctions de l'inspection du travail? Alors, la première revendication qu'on a, évidemment, c'est le retrait de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de notre collègue Anthony Smith, inspecteur du travail dans la Marne, et on réclame également sa réintégration immédiate. Donc ça, le gouvernement, s'il veut donner un signe d'apaisement, c'est la première mesure à prendre. Il y a une pétition qui tourne sur change.org qui a déjà recueilli 100 000 signatures. On n'est pas loin du 100 000 en tout cas. En quelques jours, c'est considérable et ça montre bien que la question de la protection des salariés, des personnes qui cherchent à aider les salariés, à faire en sorte que leurs droits soient respectés, elle dépasse largement la question du ministère du Travail. Ça concerne l'ensemble du salariat, ça concerne l'ensemble des organisations du mouvement ouvrier. Donc la première revendication, la très actuelle aujourd'hui, c'est ça. La deuxième revendication, c'est que le ministère cesse les pressions sur les collègues et nous donne les moyens d'exercer notre travail. Donc ça veut dire qu'on puisse avoir le droit d'aller faire des contrôles inopinés à notre propre initiative, évidemment pour les collègues qui le souhaitent. Et donc ça suppose qu'on puisse avoir des moyens de protection pour ne pas s'exposer nous-mêmes au virus quand on va faire des contrôles. La troisième revendication, c'est qu'on puisse avoir des pouvoirs étendus qui puissent perdurer bien après la crise sanitaire, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer encore finalement. Donc pour ça, par exemple, c'est un arrêt d'activité en matière d'exposition au risque biologique, comme ça existe pour les travaux en hauteur sans protection, pour le risque chimique, pour les risques d'exposition à l'amiante et pour les machines. Ça ne mange pas de pain, il suffit d'un texte de loi, ça renforcerait considérablement nos pouvoirs. Bon, puis après, plus largement, ce qu'il nous faut, c'est une autorité centrale qui respecte véritablement la Convention 80 de l'OIT, qui puisse résister au ministère du Travail et aux injonctions de la ministre, qui soit déconnecté du pouvoir politique afin qu'on puisse exercer nos fonctions sans aucune pression à la fois interne par les consignes même du ministère du Travail, mais aussi sans pression externe, ou en tout cas que cette autorité centrale ne puisse pas se faire le relais des pressions qui s'exercent actuellement contre les agents de contrôle. Concernant le cas d'Anthony Smith, ce qui est important, c'est France 3 qui l'a révélé, c'est que c'est le président du conseil départemental de la Marne qui a pris l'initiative de demander une sanction. Alors je ne sais pas comment il l'a dit exactement, mais en tout cas, son comportement, l'exercice des pouvoirs par notre collègue a été signalé par le président du conseil départemental au ministère du Travail. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que le ministère du Travail s'est exécuté. Et ça, c'est bien le signe que le ministère du Travail ne résiste pas aux pressions qui viennent de l'extérieur, puisqu'il les relaie et qu'il les exécute. Donc, nous avons besoin aujourd'hui d'un service central
qui nous aiderait à faire des contrôles, qui viendrait en appui de notre mission de contrôle, qui nous donnerait des outils juridiques et qui ne serait pas le relais des consignes gouvernementales et du ministère du Travail. Merci beaucoup. Juste pour savoir, donc plainte à l'OIT, pardon, déposée la semaine dernière, c'est ça que vous Tout à avez fait, on l'a déposé vendredi dernier. D'accord. Et après, c'est quoi la suite généralement? Ça va se Alors passer la comment? suite, c'est prévu par les statuts de l'OIT, je crois, quand il y a une plainte déposée. Alors là, on a fait une lettre au directeur général. Je pense qu'on va compléter ça d'une plainte en bonne et due forme. En principe, l'OIT peut interroger le gouvernement et l'enjoindre de répondre. Donc là, nous attendons que la procédure soit mise en œuvre par l'OIT. Nous, la demande que nous avons faite, c'est bien que le gouvernement français soit rappelé à l'ordre sur les cas de violation à la Convention de 81 que nous avons relevée, qui concerne principalement 3 articles. Le premier qui dit que les inspecteurs du travail ont un rôle de protection des salariés, hein, pas de relais des consignes gouvernementales et des autorités sanitaires, hein, de protection des salariés, donc dans le cadre d'une réglementation protectrice bien définie. Le deuxième cas de violation, c'est les influences extérieures indues, hein. Nous avons normalement un statut qui nous protège de ces influences extérieures. Manifestement, ça n'a pas suffi sur la période. Et ensuite, nous rapportons des cas de violation au droit d'entrée dans les entreprises que nous avons, puisque la Convention précise que nous pouvons pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement. Ce qui veut bien dire que nous avons la possibilité de faire des contrôles, en principe, à notre initiative et de décider en toute liberté des suites que nous allons y donner. Merci beaucoup. On mettra en lien avec la vidéo le relais de la pétition, que je pense qu'on est plusieurs à avoir signé, mais je pense que c'est important de continuer Très important, oui, tout à la fait. pression parce que malheureusement, ils ne comprennent que ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou à nous dire qui vous semblent Oui, importantes? moi je peux ajouter quelque chose. C'est important de le dire dans votre question, je pense, c'est que ce qui est en train de se passer au sein du ministère, moi je pense que les agents n'en peuvent plus en fait là. On atteint vraiment le paroxysme d'une crise. Il y a un fossé énorme que le ministère est en train de creuser avec ses agents. Et avec son autorité, enfin, que l'autorité centrale est en train de creuser avec ses agents. Et là, je pense que ça atteint véritablement un point de non-retour. Donc, on disait toujours ça, mais là, il y a vraiment des paliers qui sont franchis. Et moi, je ne vois pas comment on va pouvoir recoller les morceaux s'il n'y a pas des signes là, qui sont donnés par le ministère. Donc, ça passe pour nous, évidemment, par le retrait de la procédure disciplinaire engagée contre Anthony Smith. Mais au-delà, je crois que là, il y a quelque chose d'irrémédiable qui est en train de se passer. Les collègues, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir les moyens de faire leur travail. Et là, je pense que ce qu'ils vivent, c'est une situation qui est extrêmement violente, à la fois parce qu'ils ne veulent pas s'exposer eux-mêmes au virus, ce qui est bien compréhensible, voilà, mais aussi parce qu'ils se sentent complètement démunis, parce qu'on leur retire la possibilité même de faire leur travail. Et ça crée des cas de conflits éthiques qui, je pense, sont extrêmement préjudiciables individuellement pour beaucoup de collègues, qui portent vraiment une atteinte très grave à toute l'institution. Et moi, je pense que ça renforce vraiment l'illégitimité totale de ce gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire et aussi en matière de protection des salariés. Un grand merci pour cet entretien. De rien, merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Merci.